Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Oui, alors simplement, avant de passer à la narcolepsie, mais très rapidement, je vous avais donné l'exemple de l'hémochromatose et de l'hyperplasie congénitale et surrénale, et effectivement où les gens se demandaient, mais pourquoi donc y a-t-il une association entre un groupe HLA, un variant HLA, et l'hémochromatose, ou un variant HLA et l'hyperplasie des cellules lymphocytes? Eh bien, tout simplement, parce qu'il se trouve que dans la région des gènes HLA, il n'y a pas que des gènes HLA, il y a d'autres types de gènes. Et parce que je vous ai montré, c'est que les variants génétiques, en fonction de leur histoire au cours de l'évolution de l'humanité, ont tendance à voyager ensemble parce qu'ils se sont créés sur des chromosomes à un moment ensemble. Eh bien, donc, cette association à HLA-A3, qui a d'ailleurs été identifié, je crois, en France, ou en tout cas, travaillé en France par un groupe à Rennes. Finalement, ça a mis 20 ans pour trouver qu'effectivement, il y avait un gène qui s'appelait HFE, qui n'a rien à voir, en tout cas, avec la régulation du système immunitaire, qui joue un rôle dans le contrôle du métabolisme et du transport du fer. Eh bien, ce gène HFE, il était à 4 millions de paires de bases de HLA-A. Donc ça veut dire que, si vous voulez, on avait trouvé un signal dans le génome à un endroit donné, HLA-A3, HLA, et en fait, le gène, il était 4 millions de paires de bases, c'est quand même un gros bout de génome, avec plein de gènes autour. Et en fait, alors pourquoi il y avait cette association? Parce qu'il se trouve que l'hémochromatose est associée à une mutation extrêmement prédominante, qui est une mutation ancienne dans la population caucasienne, cette mutation C282Y. S'il y avait eu 20 mutations qui sont responsables d'hémochromatose, on n'aurait jamais trouvé de liaison à HLA-A3. C'est uniquement parce qu'il se trouve que dans cette maladie-là, il y avait une mutation très largement prédominante, presque, j'allais dire, unique, que, effectivement, cette mutation étant apparue sur un chromosome qui portait l'allèle HLA-A3, eh bien, quasiment la grande majorité des gens qui ont C282Y ont aussi HLA-A3. Et c'est un peu la même chose pour cette hyperplasie congénitale des surrénales, où vous avez un déficit d'un enzyme de synthèse du cortisol. Il se trouve que le gène est à 500 kB, donc 500 000 paires de bases de HLA-B, c'était là où il y avait le signal. Et là aussi, il se trouve qu'il y a deux mutations prédominantes, et donc c'est parce qu'il y avait deux mutations prédominantes qu'on pouvait trouver ce signal. Donc j'ai pris ça pour vous illustrer le fait que quand vous trouvez un signal d'association, ça ne veut pas dire que le gène qui est vraiment impliqué dans la maladie se trouve exactement là où vous avez le signal. Ça veut dire que quelque part dans la région, vous avez effectivement quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas la variation que vous avez étudiée qui est forcément celle qui est... Alors, donc, comme je l'ai dit, les études d'association pendant une quinzaine d'années, il y a eu énormément d'études d'association qui se sont faites sur des gènes qu'on appelait candidats, c'est-à-dire par des connaissances physiopathologiques sur la maladie, on se disait, tiens, dans la schizophrénie, par exemple, comme les médicaments qui sont utilisés pour traiter les schizophrènes tournent autour de la sérotonine ou de la dopamine, eh bien, tous les enzymes, les récepteurs, les transporteurs qui tournent autour de la sérotonine ou de la dopamine, ou les facteurs de transcription qui peuvent être impliqués dans le contrôle de la différenciation, par exemple, des neurones dopaminergiques,
deviennent des gènes candidats pour la schizophrénie, etc. Donc, ces gènes candidats, il y a eu des jolies choses, mais il y avait aussi une littérature, pour différentes raisons, très contradictoire. Et l'évolution technologique et aussi l'évolution des projets génomes humains ont permis, à partir de, disons, surtout 2007, une explosion, mais vraiment absolument fantastique. Alors, selon qu'on est, on peut trouver qu'il y en a, c'est too much, mais de ces études, donc GWAS, Genome Wide Association Study, où on ne teste plus 10 marqueurs dans un gène candidat donné, mais on teste, à l'heure actuelle, 500 000 ou même 1 million de marqueurs polymorphiques, donc de variants génétiques, sur tout le génome, pour voir s'il y a certains de ces marqueurs qui sont retrouvés de manière plus fréquente chez les malades que par rapport à la population témoin. Donc, pourquoi cette explosion? D'abord, une révolution technologique qui sont les puces, ou les SNP, les puces à ADN, qui permettent de tester non pas un variant ou 10 variants, mais de tester 100 000, puis 500 000, et maintenant même 1 million, 1,5 million de variants pour chaque personne étudiée, et avec des prix qui restent chers, mais enfin qui sont quand même... c'est des études très chères, hein, très très chères. Donc développement technologique, et puis ce programme international AppMap, vous savez, à un moment, quand le génome humain a été séquencé, certains disent « qu'est-ce qu'on va faire de tous ces labos de séquençage? On a séquencé le génome humain, bon allez, on va séquencer encore la souris, mais après ils vont être au chômage. » Et puis c'est aperçu que séquencer le génome humain, c'était bien, mais en fait nous n'avons pas un humain, nous avons plein d'humains qui ont une grande variabilité génétique. Et c'est très intéressant d'avoir un catalogue de la variabilité génétique et de leur organisation en haplotypes, puisque ces haplotypes sont à la fois le résultat de l'histoire de l'évolution humaine, mais aussi c'est ce qui permet, si vous voulez, de marquer toute une région par un nombre limité de variants et pouvoir se dire que comme ça, on reconnaît à peu près l'ensemble de la variabilité de la région grâce à un nombre limité de variants testés. Donc ce programme AppMap, Haplotype Map, a eu également une importance absolument capitale dans cette évolution. Alors le premier papier, ici c'est le nombre de papiers, chaque trait c'est un article GWAS paru, premier 2005, avec une grande découverte sur un gène qui a un effet très important de prédisposition à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est un problème quand même très, très important en santé publique, puisque c'est la cause de cécité majeure chez les personnes âgées. Alors ce papier, je dirais, ils ont eu un pot pas croyable, parce que c'était une étude qui était faite avec un trop petit nombre de patients et de contrôles, et en principe, ça n'aurait pas dû marcher, et ça a marché simplement parce que ce gène avait un effet très fort. Et donc, ils ont pu trouver. Ensuite, un autre papier très important, c'est en 2007, c'est le Wellcome Trust, qui est une grande fondation anglaise, qui a publié un travail monumental où ils ont fait du Genome Wide Association sur 7 maladies, 2000 patients pour chaque maladie et 3000 contrôles partagés, parce que comme c'était tous des Anglais, ils ont pris 3000 contrôles anglais pour l'ensemble des 7 maladies. Donc ça faisait 17 000 personnes analysées. Et donc ça a lancé après, vous voyez, de plus en plus de petites barres. Le nombre de publications, on doit être maintenant à plus de 500. Et ça ne s'arrête pas. Et effectivement, de temps en temps, on peut être un petit peu énervé par le fait que dans certains journaux tels que Nature Genetics, on peut dire que ce n'est plus Nature Genetics, mais c'est Nature GWAS, parce que effectivement 80% des papiers sont ce type de Genome Wide Association Study. Donc là, je vais vous raconter une histoire que je trouve très belle, qui a été racontée au symposium d'hommage à Jean Dosset par Emmanuel Mignot, qui est un Français qui est
professeur de psychiatrie à Stanford et spécialiste du sommeil. Et comme peut-être tout le monde n'ont pas écouté la très belle conférence d'Emmanuel Mignot, je vais vous la présenter, puisqu'en fait, ça commence avec HLA. Il y a un petit détour par les chiens, ça c'est une grande famille de chiens Doberman. Et puis, on revient par les Genome-Wide Association Study vers un résultat très intéressant. Donc, effectivement, la narcolepsie. Alors, qu'est-ce que c'est la narcolepsie? Première chose pour vous. La narcolepsie, ce n'est pas quand il y a quelqu'un qui fait un cours au Collège de France et qui est plus ou moins intéressant, et puis vous avez peut-être mangé un peu trop à midi, et donc vous avez tendance à l'endormissement. Ça, ce n'est pas la narcolepsie. La narcolepsie, c'est quand le professeur qui fait le cours au Collège de France, tout d'un coup, s'endort en faisant son cours, ou même a une cataplexie, c'est-à-dire tout d'un coup une diminution du tonus musculaire, parce que justement, dans une situation de stress, tout d'un coup, il tombe par terre, parce que, voilà. Donc, je considère la narcolepsie, c'est quand même une personne sur 2000, donc c'est quand même assez rare. Et donc, comme on faisait des études HLA maladie dans les années 70-80 à peu près sur toute maladie qui se présente et pour lesquelles on avait une cohorte, il avait été trouvé que la narcolepsie était associée de manière très préférentielle à l'HLA-DR2 et surtout après, une fois qu'on a pu analyser les variants HLA non plus au niveau sérologique mais au niveau de la séquence ADN directement, donc avec beaucoup plus de précision sur la nature, eh bien, on a trouvé qu'il y avait un variant appelé DQB10602 et plus de 90% des narcoleptiques sont porteurs du variant DQB1-602, qui est un variant qui est assez commun dans la population. Donc, une association extrêmement forte avec HLA. Sauf que les gens ne voyaient vraiment pas quel est le rapport entre la narcolepsie et une maladie auto-immune, et donc on pensait que ce serait comme pour l'hémochromatose ou comme l'hyperplasie des surrénales. Il y avait un gène impliqué dans le contrôle du sommeil qui se trouvait quelque part au milieu des gènes HLA, et que c'était... Alors, il se trouve que donc, Emmanuel Mignot, donc, un Français qui est professeur à Stanford, qui était installé à Stanford, parce qu'il s'intéressait au sommeil, et qu'à Stanford, il y avait une colonie de chiens narcoleptiques. Alors, il s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, parce que étudier la narcolepsie chez l'homme, c'est difficile, donc ces chiens narcoleptiques, je vais essayer, et puis ça, c'était quelque chose qui se transmettait sur un mode génétique tout à fait clair. Donc il s'est dit, je vais utiliser cette colonie de chiens narcoleptiques pour essayer d'identifier le gène de la narcolepsie. Ça lui a pris 10 ans, parce qu'à l'époque, le génome du chien n'était pas séquencé, il n'y avait même pas de microsatellite du chien, donc il a dû, je dirais d'une certaine manière, faire à lui tout seul une carte génétique du chien. Et en 1999, hein, c'est ça. 1999, il trouve le gène, donc chez le chien, publie un papier dans Cell, revue prestigieuse, mais ce gène, il ne se trouve pas dans la région correspondant à HLA chez le chien. Parce qu'il y a des gènes HLA chez le chien, il y a la région HLA, ça ne se trouvait absolument pas. Et en fait, la mutation se trouvait dans un gène qui correspondait à un récepteur hypothalamique. Et il connaît donc une protéine de type récepteur qui était exprimée dans certains neurones hypothalamiques. Et il se trouvait que le ligand de ce récepteur avait été identifié l'année d'avant, avait été appelé orexine ou hypocrétine. Et donc le ligand, c'est un petit peptide de type donc, hormonal, avait été... il y avait une souris knockout du gène de ce ligand qui avait été étudiée en 1999. Et là aussi, les souris qui étaient knockout pour le ligand avaient aussi une narcolepsie. Donc ça, c'était formidable,
Parce que vous avez une narcolepsie si vous étiez muté pour le récepteur de l'orexine ou de l'hypocrétine, et vous aviez une narcolepsie si vous ne fabriquiez plus d'orexine et d'hypocrétine. Donc ceci indiquait que l'hypocrétine avait un rôle majeur dans les circuits de régulation du sommeil, mais ça n'expliquait pas du tout la liaison à HLA. Mais à partir du moment où on s'est dit qu'effectivement il y avait une relation entre narcolepsie, en tout cas chez la souris, et chez le chien, il y en avait peut-être chez l'homme, et que les personnes avec narcolepsie ne décèdent pas de leur narcolepsie, mais finissent par décéder de manière naturelle. Et dans certains cas, il y avait des banques de cerveau qui avaient été trouvées, et ils ont testé des anticorps anti-hypocrétine sur des couples de cerveau de malades qui avaient eu une narcolepsie. Et là, bingo, ils s'aperçoivent que dans une région hypothalamique, je ne me rappelle plus exactement laquelle, mais vous avez certains neurones, ce n'est pas tous les neurones, qui produisent de l'orexine, et que ces neurones avaient disparu chez les patients narcoleptiques. Et en fait, ça suggérait très fortement, même si ce n'est pas une preuve absolue, que la narcolepsie est une maladie auto-immune, mais où, comme je dirais le diabète de type 1, vous avez une destruction sélective des cellules bêta des îlots de Langerhans, ça c'est classique, tout le monde sait ça, et que c'est ça l'origine du diabète de type 1 insulinodépendant, et bien là, vous avez une réaction très probablement ou quasi certainement auto-immune, mais qui touche que certains neurones extrêmement spécifiques, les neurones à orexine. Et donc, si vous n'avez plus de neurones à orexine, vous avez une narcolepsie, si vous n'avez plus de neurones. Voilà. Donc, ça c'est très bien. Alors, pourquoi je dis qu'on est quasiment sûr que c'est auto-immun, mais on n'a pas la preuve absolue? Parce qu'en général, quand vous avez une maladie auto-immune, ce que vous cherchez, c'est alors quelle est la protéine ou le peptide appartenant à ces cellules qui sont reconnues et qui sont la cible de cette réaction auto-immune. Et jusqu'à présent, ils ont été absolument incapables, ils ont beaucoup cherché, ils ont été incapables d'identifier le peptide auto-réactif qui explique. Donc c'est pour ça il manque, si vous voulez, ou il manquait l'espèce de preuve absolument finale. Mais enfin, ceci dit, je pense que personne ne doute que la narcolepsie est effectivement une maladie auto-immune avec effectivement cette spécificité sur les neurones à hypocrétine. Alors, juste pour vous dire, il y a une association quasi exclusive, oui, docteur Kaplan. Oui. La protéine qui est immunogène, ce n'est pas. Ça n'est pas. Ce n'est pas le récepteur muté. Non. C'est une mutation nue ou une mutation. Ah, non, non. Ah, pardon. Celle qu'ils ont trouvée dans le récepteur norexine. Oui, oui, c'est une mutation, je crois, nulle, hein, autant que je me. Il n'y a pas de production de protéines. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais disons, ce n'est pas celui qui est la cible de la réaction auto-immune. Les récepteurs les cellules qui sont détruites, ce sont celles qui produisent l'orexine. Je crois que c'est celles qui produisent l'orexine. Voilà. Donc, juste pour rappeler, l'orexine, environ 1 sur 2000. Le risque chez les apparentés multiplié par 20 ou 40. Mais là aussi, ce n'est pas parce que vous avez ce DQB1 spécifique que vous allez obligatoirement développer la maladie. Le risque va être peut-être, je crois, de quelques pourcents. Donc oui, ça, je viens de le raconter, tout ça. Et j'ai raconté aussi ceci. Mais donc, si vous voulez, DQB1, donc cet allèle DQB1, n'explique pas la totalité de ce qu'on estime être
le risque génétique, tel que, par exemple, on l'a en regardant la récurrence de la maladie dans les familles. Et donc, il y a eu des études, GWAS, Genome Wide Association Study, pour trouver d'autres facteurs génétiques de risque pour la narcolepsie. Alors, une première étude japonaise, où effectivement, alors ça c'est ce qu'on appelle les Manhattan plots, hein, parce qu'on mesure quelle est la probabilité statistique d'avoir fait une observation de différence significative entre la fréquence d'un allèle dans la population des malades et par rapport à la population contrôle. C'est log 10 de la valeur de P, donc probabilité statistique. Alors vous savez que souvent, on estime quand on a un P 10-2, c'est-à-dire 1%, c'est-à-dire qu'on a 1% de risque que ce qu'on ait observé soit par hasard, et donc on se dit 99% que ça soit une vraie observation. Sauf que quand on fait du Genome Wide Association Study, on ne fait pas une mesure, on en fait 500 000 ou 400 000. Là. Et donc, pour qu'avoir quelque chose qui soit vraiment significatif, on se met un niveau de significativité statistique qui n'est plus de 10-2, mais qui est en fait aux environs de 10-7 ou 5-10-7. C'est-à-dire que c'est une significativité très forte, mais c'est simplement pour corriger le fait qu'on fait plein de tests. Et je compare toujours un petit peu à l'histoire. Si vous achetez 10 000 billets de loterie, vous avez beaucoup plus de chances de gagner, mais ça ne veut pas dire que vous avez trouvé un truc pour gagner à la loterie. C'est simplement que vous avez multiplié le nombre de tests et que vous finissez par gagner à la loterie. Donc là, pour être sûr que ce n'est pas de la loterie, on demande d'avoir des significativités statistiques. Là, vous voyez, le HLA, c'était bien plus que 10-8, etc. Par contre, dans cette étude qui avait été faite sur 200 malades et 400 contrôles, il n'y avait en fait vraiment rien qui a été trouvé. Il y avait 2 SNP qui avaient l'air intéressantes, mais même celles-là, elles n'ont pas tenu le risque de temps. Alors, cette étude japonaise, en fait, elle était sous-dimensionnée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de malades et de contrôles pour trouver un facteur de risque génétique qui est effectivement un effet qui ne soit pas aussi fort que celui d'HLA, mais qui soit un effet comme on en trouve avec un odds ratio peut-être de 1,5 ou 2. Donc Emmanuel Mignot, dont j'ai emprunté les dias, a fait un travail tout à fait intéressant, parce qu'il est parti de plus de malades, 800, et puis pas simplement de plus de malades, homogènes évidemment du point de vue origine ethnique, mais il a pris que des malades qui avaient cet allèle HLA 602. Et les contrôles, ce n'était pas juste des populations de gens qui n'étaient pas malades, c'était aussi des personnes qui étaient porteuses de 602. Parce qu'ils voulaient vraiment comparer, ils sont malades ou ils sont contrôles, ils ont tous l'allèle à risque HLA, et maintenant on veut voir qu'est-ce qu'il y a en plus. Donc, et puis évidemment aussi du point de vue caractérisation clinique rigoureuse, etc. Donc ils testent entre 500 000 et 1 million de variants de SNP sur ces choses-là, donc sur un nombre de malades importants. Et puis après, ils trouvent 3 signaux qui sont significatifs genome-wide, et ils les répliquent dans d'autres malades européens, asiatiques ou d'origine africaine, africains-américains. Et donc ça, c'est une... on voit souvent dans les papiers ce qu'on appelle une QQ plot, qui compare la distribution des valeurs de P, des valeurs de p-value qu'on observe par rapport
aux valeurs que l'on s'attend si la distribution est au hasard, donc qui n'a rien à voir. Et donc, s'il n'y a strictement aucun marqueur de prédisposition identifié, on doit avoir tous les points qui s'alignent sur cette droite qui indique en fait qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'on observe et ce qu'on s'attend s'il n'y a pas d'effet génétique évident. Là, on s'aperçoit d'une part que la courbe est légèrement décalée par rapport à cette courbe, et ça indique que probablement, malgré tout ce qu'il a fait comme précaution, la population contrôle n'était pas exactement, identiquement la même du point de vue origine ethnique que sa population de malades. Mais surtout, il trouve ces trois marqueurs qui sont visiblement complètement inattendus. Ils ont des p-values qui sont beaucoup plus significatifs que ce qu'on peut s'attendre par hasard. Ils sont tous au niveau d'une même région du chromosome 14. Et sur le chromosome 14, qu'y a-t-il? Alors oui, bon, c'est répliqué, je passe chez les Asiatiques, les Caucasiens et les Africains. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette région? Voilà les trois marqueurs qui donnent ces résultats extrêmement significatifs. Ils sont très proches, dans une région de 20 kilobases, et à l'intérieur d'un gène qui est le gène du T-cell récepteur, chaîne alpha du T-cell récepteur. Et alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le T-cell récepteur, c'est celui qui va reconnaître un peptide, disons, étranger, mais présenté par une molécule de type HLA. Et donc, le T-cell récepteur interagit avec les molécules HLA, et notamment avec HLA-DQ. Donc, ça a commencé à faire sens. Et alors, ce qu'il a trouvé, c'est que, je ne vais pas aller dans les détails, mais que s'il y a les trois marqueurs qu'il avait analysés, il y en avait deux qui étaient absolument équivalents chez les Européens. Celui-là, le coefficient de corrélation est plus faible, donc il est un peu moins fort. Mais on voit que chez les Asiatiques, celui-là et celui-là sont beaucoup plus faibles. Chez les Africains, celui-là et celui-là aussi sont beaucoup plus faiblement associés, ce qui finit par indiquer que le marqueur qui est associé dans les trois populations, c'est celui du milieu. Et ce marqueur, il correspond donc à un changement nucléotidique qui est à quelques centaines de paires de bases d'un élément de ce gène qui s'appelle un segment J. Alors, il faut dire que dans la reconnaissance immunologique, il faut générer de la diversité sur les T-cell récepteurs parce qu'ils doivent être capables de reconnaître des protéines ou des peptides très différents, venant de bactéries ou de virus très différents. Et donc, pour faire ça, il y a, pour les récepteurs T ainsi que pour les récepteurs B, les immunoglobulines, il y a ce qu'on appelle des recombinaisons génomiques qui font que vous avez un gène, alors que dans ce qu'on appelle le germline genome, donc dans celui qu'on hérite de nos parents, vous avez 46 segments variables et 49 segments constants ici, et puis 49 segments de jonction. Puis là, c'est ce qu'on appelle les régions constantes de cette chaîne de récepteurs T. Dans l'ontogénie, dans le développement des cellules T, vous allez avoir des recombinaisons au niveau de ce gène qui vont relier un des fragments variables avec un des fragments de jonction. Et donc, vous voyez tout de suite que vous avez 46 fois 49 possibilités différentes, plus en plus quelques petites additions de variabilité, etc. Donc, vous générez de la diversité. Et donc, le variant ici, qui est à risque pour la narcolepsie, est proche de 1 de ces régions de jonction. Et donc, l'hypothèse, mais pour le moment, on ne sait pas quel est l'effet physiologique de ce variant, l'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que ce variant va orienter le choix de la recombinaison VJ, et au lieu d'avoir un choix qui se fait au hasard, il va orienter peut-être plus préférentiellement vers un VJ donné.
Donc on va avoir une population spécifique de T-cell récepteurs porteurs d'un VJ donné, et l'hypothèse qu'on peut faire, mais ça n'est qu'une hypothèse, c'est que dans l'interaction du T-cell récepteur avec la molécule HLA, qui a également, elle, deux chaînes, avec cette molécule HLA qui porte le déterminant 0602, ce T-cell récepteur qui serait spécifiquement, je dirais, choisi à cause de ce variant à risque, aurait une reconnaissance, et en se liant à cet HLA spécifique-là, reconnaîtrait de manière extrêmement spécifique un peptide qui serait ce peptide auto-immunogène, qui serait reconnu et qui serait responsable donc de cette auto-immunité. Et donc ce que ça suggère, c'est qu'on n'a peut-être pas toute une population très diverse de peptides, mais qu'il y a vraiment peut-être un seul peptide qui est reconnu de manière extrêmement spécifique par cet HLA 602 et une forme très particulière de T-cell récepteur. Et ce qui était intéressant, c'est que, comme le signale Mignot, alors qu'il y a beaucoup d'études de maladies auto-immunes qui ont été faites, d'une manière générale, c'est la première fois qu'on trouve une association entre un gène de récepteur aux cellules T et une maladie auto-immune, ou d'ailleurs n'importe quelle autre maladie. Donc ceci ouvre des perspectives, et on pourrait par exemple se dire que des biologistes structuraux pourraient peut-être essayer d'analyser la structure fine de ce complexe et d'en déduire, et peut-être de trouver des complexes où il y a ce peptide immunogène, et ça permettrait peut-être d'identifier enfin ce peptide auto-immunogène qui reste élusif. Alors, un dernier papier très intéressant d'Emmanuel Mignot, parce que quand même, il ne suffit pas d'être DQ602. Cet allèle de TCR, il augmente le risque d'environ 1,5 à 2 fois. Donc, c'est important, mais ça n'explique pas tout. Donc, et qu'en est-il de l'environnement? Et dans beaucoup de maladies auto-immunes, on suppose que l'environnement, ça pourrait être notamment une infection bactérienne ou virale qui va, par exemple, présenter un peptide qui ressemble à un peptide du SOA et donc détourner un petit peu la régulation immunologique. Donc, il s'est posé la question, est-ce que les patients qui tout d'un coup, parce que la narcolepsie, elle arrive, je crois, vers l'âge de 10-12 ans, est-ce que, avant il n'y avait pas, est-ce que ça pourrait être suite à une infection? Et donc, il a testé un certain nombre de marqueurs qui témoignent d'une infection récente, notamment soit par streptocoque, soit par hélicobactère, donc par des réactions immunologiques sur le plasma. Et il a choisi comme population, soit effectivement une population contrôle, évidemment, mais surtout des patients qui avaient développé la narcolepsie depuis un petit nombre d'années et comparé avec des patients qui ont développé une narcolepsie depuis plus longtemps. Parce que quand vous avez eu une infection récente, vos taux d'anticorps contre la bactérie sont plus élevés que si vous avez été infecté il y a 15 ans. Et ce qu'il montre dans ce papier, c'est que des anticorps anti-streptocoques sont présentes de manière plus élevée chez environ 50% des patients qui ont développé une narcolepsie depuis moins de 3 ans, comparé à 20% dans les contrôles ou 20% dans les patients qui ont la maladie depuis beaucoup plus longtemps. Donc ce qu'il propose, et c'est une suggestion ça, c'est que des infections streptococciques pourraient être non pas le facteur environnemental unique, mais un facteur qui, chez des gens qui ont
à la fois l'HLA-DQ et, par exemple, ce variant TCR pourrait augmenter le risque et faire passer d'une prédisposition au développement de la maladie. Donc, voilà quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, moi je crois que je vais alors... Hein? Oui. Ah, mais j'ai encore un petit peu de temps quand même. Donc maintenant, je vais parler de deux autres maladies. J'ai des dias un peu complexes, mais je vais essayer de... donc la première, c'est la spondylarthrite ankylosante. Donc c'est une arthrite inflammatoire qui est présente dans 5 personnes sur 1000 chez les Européens, qui est distribuée de manière très large dans l'ensemble du globe, sauf apparemment pas beaucoup en Afrique. Par contre, les Africains, quand ils vont aux États-Unis, sont sensibles à la polyarthrite rhumatoïde, à la spondylarthrite ankylosante. Donc, ce qui suggère qu'il y aurait un facteur environnemental qui serait largement distribué dans le monde, mais qui serait peut-être moins fréquent en Afrique. Donc, bon, c'est une maladie qui peut entraîner une ankylose et des déformations articulaires qui peuvent être graves. Une chose intéressante, c'est qu'elle est souvent associée à des maladies inflammatoires du côlon, soit une colite inflammatoire, ou quelquefois qui peut être une inflammation infraclinique. Et dans cette revue de 2010, il note que pour le moment, il y a un traitement symptomatique par des anti-tumor necrosis factors, des anti-TNF, mais que ceci ne modifie quand même pas substantiellement le développement au long cours de cette maladie, et notamment ne diminue pas le développement de l'ankylose. Donc, HLA-B27, découvert donc, depuis près de 40 ans, et ces études d'héritabilité, donc, qui sont basées sur les observations de récurrence chez des personnes HLA identiques, etc., et dans la famille, estiment l'héritabilité de la spondylarthrite ankylosante à 90%, et que HLA ne rendrait compte que d'environ, disons, 30 à 50% de cette héritabilité. Et donc, comme je vous l'avais dit, 8 à 10% des Européens sont HLA-B27, par contre, 85 à 95% des patients, donc un risque relatif de plus de 100. Alors, depuis qu'on sait faire du typage non plus sérologique, mais au niveau ADN, on s'est aperçu qu'en fait, tous les HLA-B27 n'étaient pas égaux, et que si certains, effectivement, avaient un fort risque de spondylarthrite ankylosante, d'autres étaient associés à un risque beaucoup plus faible. Donc déjà, ce n'est plus HLA-B27, mais peut-être certains HLA-B27 plutôt que d'autres. Donc ça, c'est une complexité. Facteur de l'environnement, il doit y en avoir un, probablement ou possiblement infectieux, mais il doit être relativement ubiquitaire, puisque c'est une maladie qui est largement présente dans le monde entier. Et, comme je dis, est-ce que c'est vraiment le variant B27 qui est responsable de la maladie, ou est-ce que c'est peut-être un gène qui est présent à 10, 50 ou 500 kilobases? Eh bien là, il y a une dizaine d'années, il y avait des expériences de rats transgéniques où ils ont introduit dans des rats le gène HLA-B27 humain, un grand nombre de copies, et ces rats, dans une animalerie normale, développent une maladie articulaire et d'ailleurs aussi, je crois, une inflammation intestinale qui ressemble beaucoup à la spondylarthrite ankylosante. Mais, alors ça c'est intéressant, quand on les met dans des conditions d'animalerie germ-free, c'est-à-dire où
il n'y a quasiment pas de bactéries qui puissent infecter ces rats ne développent pas la maladie. Donc ça suggérait qu'effectivement, HLA-B27 lui-même était le gène qui était le variant génétique qui était responsable directement de la maladie, et que le facteur d'environnement, il pouvait y en avoir qui étaient des infections par des bactéries, par exemple intestinales. Ceci dit, dans cette revue de 2010, contrairement à ce que je pensais, ils disent que quand même le rôle HLA-B27 n'est pas aussi bien établi que ça. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent, c'est que ces rats ont une expression non physiologique de HLA-B27, parce qu'on a mis beaucoup de copies, et que ce qui serait intéressant, ce serait de refaire un transgénique B27, mais avec un sous-type d'HLA-B27 qui n'est pas associé chez l'homme au risque de la maladie, et voir si cela ne développe pas. Donc, si vous voulez, quand même, on va dire qu'il y a un consensus, quand même, que c'est probablement HLA-B27 directement, même si, là aussi, la preuve n'est pas complète. Mais HLA-B27 n'explique pas tout, donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'explique pas tout, on fait une GWAS. Et donc, étude parue février 2010, donc le mois dernier, sur 2000 patients, 5000 contrôles, ethnically matched, donc de même en principe origine géographique. Et les résultats qu'ils ont trouvés, ils les ont répliqués sur une deuxième cohorte de 900 cas de spondylarthrite ankylosante. Alors là, ils ont trouvé 8 régions du génome avec des valeurs statistiques dans les p-values qui indiquent que très probablement ce qu'on a trouvé, c'est sûr. Et d'autant plus qu'ils ont répliqué ces associations. Alors, simplement pour voir que celui qui sort comme le nez au milieu de la figure, c'est la région HLA, MHC chez la souris, avec un P value de 10 à la puissance moins 800. Donc ça, c'est absolument fantastique. Tous les autres, c'est 10 moins 20, 10 moins 12, 10 moins 14. C'est suffisant pour dire que c'est très probablement vrai, ou c'est vrai, mais vous voyez tout de suite que l'effet majeur, il est évidemment pour HLA, et que donc tous les autres, ils ont un effet beaucoup plus faible. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé donc, cette nouvelle région. En fait, il y en avait une qui avait déjà été trouvée auparavant, qui était une région autour d'un gène, d'un récepteur d'interleukine. Alors, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'à la fois, ils trouvent des choses qui font sens, comme le récepteur IL-23, donc c'est régulation du système immunitaire, notamment des lymphocytes qu'on appelle les TH17. Et ERAP, c'est une aminopeptidase dont on pense qu'elle est impliquée dans la présentation de peptides par les molécules HLA dans les processus donc, de reconnaissance de peptides immunologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux des signaux d'association, et qui sont assez forts, 10-19, 10-20, qui se trouvent dans ce qu'on appelle des déserts géniques. Qu'est-ce que c'est un désert génique? La définition d'un désert génique, c'est que le signal il correspond à une variation dans un endroit où il n'y a pas de gène. Et les gènes les plus proches de ce signal, dans chacun des cas, il est à 100 kilobases ou 80 kilobases. Donc, ce que ça suggère, c'est que dans ces déserts géniques, il y a peut-être des régions de contrôle, par exemple, de l'expression des gènes qui sont à côté, ou de contrôle par des RNA non codants de réponse immunologique. Donc, si vous voulez, là, je dirais c'est une des choses qui est étonnante, qu'on trouve de plus en plus dans certaines études GWAS. C'est la même chose, par exemple, pour
Le signal le plus important pour la maladie coronarienne, c'est dans un désert génique. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui peut expliquer que ce désert génique, une variation dans ce désert génique, augmente la probabilité d'avoir la maladie. Alors, ceci est absolument illisible, mais je l'ai mis simplement pour dire que pour toutes ces nouvelles régions, les odds ratio se situent entre 0,5 et 1,3. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un odds ratio qui est inférieur à 1? Ça veut dire que l'allèle mineur, parce que c'est toujours par rapport à l'allèle mineur. Hein, quand vous avez une variation génétique, vous avez l'allèle majeur, celui qui est par exemple présent dans 70% des allèles, et l'allèle mineur, celui qui est dans 30%. Souvent, pas toujours, mais on exprime les odds ratio par rapport à l'allèle mineur. Quel est le risque qui est impliqué par cet allèle mineur? Si on a une valeur de moins de 1, ça veut dire que cet allèle mineur est protecteur, c'est qu'il diminue le risque. Ce qui veut dire que l'allèle à risque, c'est l'allèle qui est le plus fréquent dans la population. Et ça nous dit tout de suite que si on type cet allèle dans la population, ce qu'on trouve, c'est que la plupart des gens sont à risque pour cet allèle-là, puisque c'est l'allèle le plus fréquent. Donc, du point de vue prédictif, ça n'aura à peu près aucun intérêt, puisqu'en fait, la plupart des gens seront... Alors, évidemment, on va trouver que certains des gens ont un risque un peu plus faible, si vous voulez. Mais en fait, donc ça, c'est une des choses. Donc, chaque fois que j'ai marqué P, c'est que l'allèle mineur est protecteur, et donc ça veut dire que l'allèle à risque, c'est celui qui est le plus fréquent dans la population. Et donc, ça montre tout de suite la limite qu'il y aurait à prédire un risque basé sur de tels erreurs, puisqu'ils sont extrêmement fréquents dans la population. Et donc, vous voyez quand même que c'est des effets qui sont relativement faibles. Ils sont statistiquement très significatifs, mais ils sont faibles. Alors, évidemment, ces effets sont visualisés avec ce qu'on appelle des tags SNP. Comme je vous avais montré, nous ne sommes pas en train ici de regarder le variant qui, dans la région donnée, est celui qui est vraiment responsable de l'effet de risque. Et peut-être que quand on l'aura identifié, on va trouver des effets plus forts. Pour le moment, c'est, si vous voulez, ce qu'on trouve avec les variants qui ont été génotypés ici, on a des effets qui sont relativement mineurs, puisqu'ils font varier le risque individuellement d'environ 20%. Mais, disons, ce qui est intéressant, je vais résumer très rapidement, c'est effectivement cette identification d'une association avec un récepteur interleukine particulier qui est impliqué dans l'activité de certaines cellules T, des cellules T helper particulières. Et je ne vais pas vous résumer tout ce qu'il y a sur cette dia, mais en tout cas, ça a suggéré d'abord cette voie, par exemple, pourrait être une voie qui est sensible à certaines bactéries telles que les Klebsiella, et ça suggère que peut-être les Klebsiella pourraient être impliqués comme un des facteurs environnementaux dans le développement de la maladie. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a notamment des anticorps utilisables, monoclonaux utilisables en thérapeutique, qui ciblent cette voie IL-23, qui a été aussi d'ailleurs reporté être impliqué dans le psoriasis et dans la maladie de Crohn. Et il y a des essais cliniques qui vont débuter avec ces anticorps monoclonaux anti-IL-17. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis IL-17, mais enfin bon, ça doit être ça, qui vont être débutés. Donc si vous voulez, une des intérêts de ce type d'étude, c'est si ça peut suggérer des voies physiopathologiques qui peuvent être des cibles de voies thérapeutiques nouvelles. Alors, je vais terminer sur la maladie cœliaque,
Et là, je dois remercier Françoise Clerget, qui est d'ailleurs présente. Et si je fais des erreurs, il faudra qu'elle me corrige. Donc Françoise Clerget, qui anime une équipe INSERM et qui travaille beaucoup sur les relations HLA-maladie et essayer effectivement d'identifier les mécanismes génétiques impliqués, et qui travaille notamment sur cette maladie cœliaque, qui est une intolérance permanente au gluten, donc une protéine qui se trouve dans le nombre de céréales qui sont, je dirais, de distribution alimentaire quasiment ubiquitaire. Donc c'est un facteur d'environnement dont on va dire qu'on ne le voit presque plus, puisque tout le monde est exposé à ce facteur d'environnement. Mais n'empêche que c'est quand même lui qui est évidemment déterminant. Et cette intolérance se traduit peut se traduire, en tout cas dans les formes sévères, par une atrophie de l'épithélium de la paroi intestinale. Et il s'agit effectivement d'une maladie auto-immune, puisque là, on a effectivement identifié des auto-anticorps, ou des anticorps, ce n'est pas toujours des auto-anticorps. La gliadine, c'est donc un produit de la dégradation du gluten, mais vous avez des anti-transglutaminases. La transglutaminase, c'est une enzyme notamment qui se trouve au niveau des cellules intestinales et qui va modifier ces peptides qui sont dérivés du gluten, mais qui est aussi donc la cible des auto-anticorps et donc probablement de la destruction de ces cellules épithéliales. Et alors, il y a un traitement, mais un traitement qui est quand même pas tout à fait anodin, puisqu'il s'agit de régime sans gluten. Ça veut dire qu'il faut des dérivés de céréales où on s'est débarrassé du gluten. Donc c'est quand même un traitement qui n'est pas complètement... on ne peut pas dire que, tiens, simplement, parce qu'on a un facteur de risque, on va vous mettre sur ce traitement parce qu'éventuellement, peut-être qu'un jour, vous débuterez la maladie. Donc c'est la plus commune des formes d'intolérance alimentaire. Donc là, vous avez les symptômes cliniques, diarrhée, anémie, retard staturo-pandémal, dans les formes effectivement graves. La récurrence familiale, 10% chez les apparentés du premier degré, mais particulièrement forte chez les jumeaux monozygotes. Donc là, ça suggère un rôle génétique important. Et pourtant, j'ai dit que le rôle de l'environnement était important, mais à partir du moment où le facteur environnemental est ubiquitaire, vous ne voyez plus l'environnement. Vous ne voyez l'environnement que si l'environnement est variable. Si l'environnement est présent partout, son rôle reste capital, mais il devient invisible. Donc, un taux de concordance qui suggère une forte composante génétique. Et puis, puisque c'est évidemment un cours HLA-maladie, il avait été montré effectivement qu'il y avait au début, c'était avec des allèles des gènes de classe 2, donc des R3, mais surtout, après, à partir de 1989, que quasiment tous les malades, pas tout à fait tous, mais quasiment tous, portent une molécule de type DQ. Il y a deux chaînes DQ, DQ-alpha et DQ-bêta, donc deux gènes, gène DQ-alpha et gène DQ-bêta, et des variants de ces gènes. Eh bien, il se trouve que ces gènes DQ-alpha et DQ-bêta sont adjacents sur le chromosome, et que vous avez un haplotype qui est associé à ce variant DR3 du gène DR d'à côté, qui est DQ1, le variant alpha 5, et B1 là pour un variant bêta 2. Et le risque de développer l'intolérance au gluten, donc la maladie cœliaque, c'est si vous avez cet hétérodimère qui est formé d'une chaîne DQ
A1 de ce type et une chaîne DQB1 de ce type. Mais vous avez deux manières d'avoir cet hétérodimère. C'est soit les deux variants sont présents sur le même chromosome, soit, donc vous voyez quelque chose, et donc ça c'est associé à DR3, soit que un des chromosomes, et en général c'est ceux qui sont porteurs de DR5, a la chaîne alpha 5, et sur l'autre chromosome homologue, associé, donc là en général à DR7, vous avez la chaîne bêta DQB1 02. Donc, si vous voulez, ça indique que même si, effectivement, cet hétérodimère est celui qui vraiment prédispose au risque, vous avez deux possibilités génétiques de réaliser cet hétérodimère. Soit vous recevez d'un seul parent l'ensemble des deux chaînes de l'hétérodimère sur un seul chromosome, soit vous recevez d'un parent la chaîne DQ1 et de l'autre parent la chaîne DQ1, et là aussi vous allez résider cet hétérodimère. Donc vous voyez une complexité, et ce qui fait que finalement, bien que ce mécanisme soit le même, vous allez avoir une association. Si on s'était dit qu'on avait typé au niveau de DR, on avait une association avec DR3, une association avec DR5, une association avec DR7, mais en fait, tout ça, ça converge vers ce qui est important, c'est le DQ1, l'hétérodimère DQ alpha, DQ bêta. Alors, il y a quelques exceptions, comme toujours, et donc il y a aussi certains malades qui ont des Q8. Bon, je vais passer les choses. Alors, là, est-ce que HLA explique tout ? Bien, on avait dit que les jumeaux monozygotes avaient une grande concordance de la maladie, de 80 à 100%. Les frères HLA identiques, qui partagent le même environnement familial, en tout cas, et qui partagent aussi 50% de leur variabilité génétique. Ce n'est pas comme deux personnes HLA identiques dans deux familles. Ça tombe à 15 à 30% de concordance. Donc là, ça vous montre qu'il y a, en tout cas, d'autres facteurs génétiques qui ont un rôle important dans la concordance de la maladie. On peut peut-être se dire aussi, parce que des jumeaux monozygotes, ils partagent le même environnement au même moment, alors que des frères HLA identiques, il y a peut-être 3 ou 4 ans de différence, et ça peut suffire à ce qu'il y en ait un qui ait développé une infection quand il avait 2 ans, que l'autre n'a pas développé. Donc, si vous voulez, il y a aussi... l'environnement n'est quand même pas tout à fait le même, parce qu'il y a quelques années d'écart. Si un des aspects, c'est une infection chez un nourrisson, cette infection, elle a pu avoir lieu chez l'un et pas chez l'autre. Donc, ce que l'équipe de François Clerget, avec des collègues de pays européens ont fait, alors là, c'est une analyse à partir de famille, et donc une analyse plus de linkage, donc pas une analyse d'association. Et comme je l'avais dit, cette analyse de linkage est moins sensible à l'hétérogénéité éventuelle des variants à risque, mais par contre, ne permet pas à elle seule de cibler exactement la région qui va être impliquée. En faisant ça, bon, il trouve HLA, évidemment, donc ça c'est, je dirais, c'est un contrôle que ça marche. Et puis, il trouve une deuxième région, donc en analysant, donc HLA, c'est sur le chromosome 6, voilà, c'est ici, c'est tout en haut, de nouveau, le log de P. Et puis, il y a sur le chromosome 5, il y a aussi un signal tout à fait évident qui, donc, indique qu'il y a, dans la région donc, 5Q31, il y a, quasiment certainement, ou même certainement, puisque ça a été répliqué,
un ou plusieurs, peut-être, gènes ou variants de prédisposition, sauf que, effectivement, cette région est très importante du point de vue taille, contient des gènes candidats, et alors là, je vais aller peut-être plus vite. Ah oui, donc ça, c'était juste pour rappeler, effectivement, que il y a 25% de la population qui sont porteurs des allèles HLA à risque. Donc là, quand on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on pourrait envisager une détection néonatale pour la carte génétique, eh bien là, on trouverait que 25% de la population est à risque. Mais si on mettait 25 populations sur un régime qui est extrêmement contraignant, alors que le risque pour ces 25 d'avoir une intolérance au gluten n'est que de 1%, on a tout faux. Par contre, les 75% autres de la population, leur risque est beaucoup plus faible, donc 0,04%. Donc ça, c'est simplement pour réinsister sur le fait que c'est à la fois un facteur de risque très important, puisqu'il multiplie le risque par plus de 25 fois. Ça paraît beaucoup, 25 fois. Mais 25 fois, quand on parle de très bas, on arrive à quelque chose qui est bas. Pas très bas, mais c'est bas. Donc, l'équipe de Françoise Chierger s'est intéressée à des gènes qui pourraient être candidats dans cette région. Et cette région, c'est une grande région. Donc, une grande région, il y a beaucoup de gènes. Et quand il y a beaucoup de gènes, eh bien, on va trouver qu'il y a des gènes qui peuvent être impliqués dans la régulation immunitaire, mais surtout, cette région, dans d'autres études de liaison, a été retrouvée pour d'autres maladies auto-immunes, telles que la maladie auto-immune thyroïdienne, la maladie de Crohn, la maladie grave. Donc, si vous voulez, ça suggère qu'effectivement, il y a des choses intéressantes dans cette région. Il y a des gènes d'interleukines, donc là, maintenant, vous avez compris qu'effectivement, les interleukines, évidemment, c'est des modulateurs des réponses immunologiques, donc c'est des candidats idéaux pour des maladies auto-immunes. Des transporteurs membranaires, c'est ceux qui transportent les peptides pour qu'ils soient présentés par le système HLA. Donc là aussi, ils peuvent, mais en fait, il faut maintenant vérifier. Là, je vais passer parce que effectivement, donc des études en cours pour voir effectivement si et lesquels de ces gènes candidats sont vraiment impliqués. Mais une étude qui vient de paraître sur une collaboration finno-hongroise, je ne sais pas si c'est pour des raisons de langage, puisque si je me rappelle bien, le finlandais a des homologies linguistiques avec le hongrois. Donc une étude où ils ont parti sur cette région 5q31 en analysant environ 17 gènes avec un certain nombre de SNP, sur, non pas des cas contrôles, mais sur des familles. Et là, ils vérifient effectivement qu'il y a effectivement cette liaison. Donc il y a bien, ils redisent pour une confirmation absolue qu'effectivement, on trouve un signal d'analyse de liaison avec cette région dans ces familles. Par contre, avec cette étude telle qu'elle a été faite, donc avec le nombre de patients testés, etc., ils ne trouvent pas de signaux d'association qui sont évidents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs gènes qui sont impliqués dans cette région, que chacun contribue pour une petite partie, ou une autre des choses, je vous avais dit que la liaison était moins sensible à l'aspect d'hétérogénéité des variants à risque que l'association. Et donc, si par hasard, il y a un gène responsable là-dedans du signal de liaison, mais que ce gène a 5 ou 6 variants à risque, on ne le trouve pas par l'étude d'association. Donc, eh bien, il faudra reséquencer, il faudra aller plus loin. Simplement, ça montre que ce n'est pas toujours facile, même quand on sait qu'il y a quelque chose dans la région, que de trouver. Alors, là, c'est une
y a d'autres gènes dans une autre région, un cluster de gènes qui sont impliqués là aussi dans les maladies auto-immunes, et donc là aussi des études en cours pour essayer de valider ou d'invalider cette région. Et je m'excuse, mais je vais presque. Donc effectivement, l'idée, c'est effectivement à partir de HLA, où on a vraiment à la fois une connaissance de cet hétérodimère qui est vraiment celui qui explique, disons, la composante HLA, et qu'on connaît en plus l'auto-antigène. Donc ça favorise les études, mais il reste à trouver effectivement les autres gènes. Et je terminerai, puisqu'il y a là aussi assez récemment une étude genome-wide association qui a été faite, et là aussi donc une étude assez importante. Alors, elle est intéressante cette étude, juste pour illustrer un petit peu les différentes stratégies. C'était des gens qui avaient déjà fait une première étude genome-wide de la maladie cœliaque et qui avaient trouvé, en fait, en dehors de HLA, bon, ça c'est HLA, ils avaient trouvé un seul signal qui était vraiment statistiquement significatif genome-wide. Et un signal intéressant parce qu'il était de nouveau dans une région où il y avait des gènes d'interleukine. Mais ce qu'ils avaient trouvé, c'est que dans cette espèce de zone grise de signaux qui ne sont pas suffisamment significatifs pour dire que voilà, on est sûr que c'est vrai, que c'est genome-wide, ils avaient plus de signaux qui ont un certain niveau de signification statistique, je dirais 10-5, 10-6, que ce qu'on se serait attendu par hasard. Donc ils se sont dit, dans ces signaux, il y a certainement des faux positifs, mais il y a sans doute des vrais positifs. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris les 1000 signaux en dehors de IL2, IL21, qui avaient les significations statistiques qui venaient juste après, pas suffisantes pour être de signification statistique dite genome-wide, et au lieu de refaire quelque chose de genome-wide, ils ont retypé simplement ces 1000-là dans encore 1600 cas et 3400 contrôles, et ils ont donc analysé, y compris avec leur étude précédente. Et là, ils identifient 7 nouvelles régions. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin intéressant, ou peut-être moins intéressant, finalement, ce qu'on veut, c'est déjà inattendu, mais il y a 6 régions qui contiennent des gènes, et qui sont là, les études d'association sont quand même si ça n'identifie pas exactement le gène, on est quand même très proche. Il y a donc très proche des signaux, des gènes de régulation de la réponse immunitaire, et en tout cas, deux de ces signaux semblent d'ailleurs corrélés avec soit des anomalies fonctionnelles ou des anomalies d'expression d'un de ces gènes. Donc ça c'est très bien, donc ils ont identifié des nouvelles choses, mais de nouveau, ce qu'ils ont identifié, c'est des signaux d'effets modestes. Les odds ratio se situent entre 1,19 et 1,34, et de nouveau d'ailleurs, 2 des 7 signaux, c'est l'allèle le plus fréquent dans la population qui est à risque, et l'allèle protecteur, l'allèle mineur est plutôt protecteur. Donc, alors évidemment, quand on dit cette odds ratio, comme dit, il faut réinsister, les variants qui ont été analysés sont très probablement pas, sauf un peu de chance, le variant qui est vraiment directement impliqué dans le risque de la maladie. Et peut-être que quand on trouvera ce variant, on aura des effets un peu plus forts. Mais en fait, c'est l'état actuel des choses. Et ce que ça fait, c'est que par rapport à, je crois, l'effet HLA qui était estimé à 35 ou 35%, voilà, c'est ça, l'effet HLA, 35% de l'effet génétique était estimé être attribué à HLA.
c'est l'ensemble de ces 7 variants expliquerait 3 ou 4% de plus de l'héritabilité. Donc vous voyez que 35 plus 3 ou 4, on arrive à 40. Donc on peut se dire, voilà, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça pour trouver juste quelque chose qui est, je dirais, par rapport à l'effet HLA, n'est que marginal du point de vue, en tout cas, de l'effet sur le risque. Et donc, de nouveau, ce que ça veut dire, déjà, HLA lui-même, ce n'était pas suffisant pour faire du prédictif, puisqu'on passait à un risque de 1% de développer la maladie. Donc là, avec ça, on ne va pas aller beaucoup mieux. Mais l'intérêt, c'est d'avoir peut-être effectivement... on savait qu'évidemment c'était auto-immun, mais d'avoir maintenant des pistes de voies de signalisation dans le contrôle de la réponse immunitaire pour essayer d'expliquer cette maladie. Et puis, il reste à expliquer qu'est-ce qui manque. Et donc, c'est le cours prochain. Je donnerai encore quelques exemples et commencer à montrer aussi comment est-ce qu'on peut essayer de trouver non plus par ces études d'association des variants qui sont relativement fréquents dans la population, mais qui, la plupart du temps, ont des effets relativement modérés ou même mineurs sur le risque individuel de développer la maladie, et de voir est-ce qu'on peut trouver aussi des variants rares, peut-être effectivement ce qu'on appelle les CNV, là, les copy number polymorphism, qui pourraient avoir un effet nettement plus important au niveau de l'individu, mais beaucoup moins important au niveau de la population. Parce que c'est un variant qui est présent dans 30% de la population et qui a un effet relativement modéré. Au niveau de la population, c'est plus important qu'un variant qui est présent chez une personne sur 10 000 et qui, chez cette personne, a un effet très fort. Mais pour la personne elle-même, ce qui compte, c'est effectivement le variant qui a un effet très fort. Donc, si vous voulez, il y a cette dichotomie entre ce qui est vrai au niveau de la population générale et ce qui est important pour un individu. Je crois que j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.